À toutes et à tous, dans notre 20e conférence qui vient enrichir notre collection de vidéos d'un cycle gratuit et ouvert à tous. Et nous voulons ainsi mieux faire connaître la richesse du patrimoine champenois, les atouts qui ont permis d'être inscrits à l'UNESCO et aussi partager avec vous les enjeux et les actions de la mission des coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial. Voyez les thèmes variés qui ont déjà été couverts et que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Champagne Patrimoine Mondial. Pour cela, il suffit aussi de scanner le QR code pour accéder à cette collection. J'en profite pour vous indiquer vos prochains rendez-vous organisés par la mission UNESCO. Tout d'abord, notre dîner de gala du 20 novembre, donc lundi prochain, qui aura lieu au Caveau Castelnau et qui réunira pas moins de 520 convives. Ce grand dîner sera placé sous la présidence de Franck Leroy, président de la région Grand Est. Monsieur Leroy a souhaité que les bénéfices de cette soirée caritative soient reversés en vue de la restauration de la basilique de Saint-Remy, qui est elle aussi classée au patrimoine mondial depuis 1991. Et ensuite, la dernière conférence de l'année sera donnée par Christophe Henrion. Il nous exposera les liens étroits entre le champagne et le sport, ce qui nous mettra en jambes, si j'ose dire, à la veille de l'ouverture de l'année olympique. Je vous donne donc rendez-vous le 14 décembre à la même heure, à l'heure du déjeuner. Donc voici que s'ouvre notre 20e conférence qui va traiter de la vigne et du vin en Champagne au Moyen Âge. Alors, est-il nécessaire de vous présenter notre conférencier, Patrick, le médiéviste de notre cathédrale et des sacres des rois de France? Patrick, d'ailleurs, va intervenir ce soir euh, à l'hôtel Le Vergeur pour parler du sacre des reines. Donc, je vous invite à aller à l'hôtel Le Vergeur ce soir à 18h15. Voilà, on est en direct et notre conférencier est inusable. Mais au-delà de toutes ces connaissances, je voudrais surtout ici rappeler son rôle précieux dans la constitution de notre dossier de candidature à l'UNESCO et ses fonctions de directeur du groupe de travail patrimoine au sein de la mission. Merci Patrick pour tout ce que tu fais pour nous. Je vais plutôt, en guise d'introduction, faire les liens avec les autres conférences qui figurent déjà dans notre collection et qui vous permettront d'assembler les pièces du puzzle. Ceci, je reviens juste un petit peu en arrière. Voilà, je vous invite donc à prolonger l'intervention d'aujourd'hui en visionnant la conférence numéro 16 qui traite de l'histoire environnementale du vignoble de Champagne des années 1650 aux années 1930. Cette conférence a été donnée par Benoît Musset au musée d'Épernay. Il y était question de pratiques culturales qui ne devaient pas être très différentes de celles du Moyen Âge et que Patrick évoquera dans un instant. Vous pourriez aussi revisionner la conférence de Jean-Luc Barbier, la numéro 14. Jean-Luc y était parti à la recherche des inventeurs du champagne. Sa conférence nous parle des vins de champagne à l'aube de la révolution majeure que fut la maîtrise de l'effervescence à partir de la fin du XVIIe siècle. Voilà, votre puzzle serait presque complet. Et enfin, vous pourriez boucler la boucle en revisionnant la première conférence donnée par Patrick sur l'identité territoriale de la Champagne, des origines à nos jours, et c'est donc la numéro 5. Un grand merci donc à Patrick, qui partage encore une fois ses profonds savoirs au bénéfice du rôle que nous allait léguer l'UNESCO, celui de transmettre aux générations futures. Mais revenons au Moyen Âge, et donc, Patrick, je te cède la place et la parole. Merci, bonjour à tous les amis du Champagne et de la Champagne. Alors, il y a quelques mois, effectivement, Jean-Luc Barbier nous posait la question qui a inventé le champagne? Il nous emmenait au XVIIe, au XVIIIe siècle. Je vous propose de remonter bien plus loin
puisqu'il y a évidemment de la vigne et du vin en Champagne avant les bulles. Et pour faire simple, la vigne en Champagne est une greffe romaine dont la croissance s'est développée grâce au terreau chrétien dans les premiers siècles de notre ère. Mais le goût du vin est venu aux habitants de notre région avant la conquête romaine. Nos ancêtres les Gaulois avaient déjà un goût prononcé pour les nectars méditerranéens, comme en témoigne l'archéologie. La Champagne, pays ouvert, comme son nom l'indique, est placé sur un très vieil axe méridien qui relie l'Italie aux îles britanniques. C'est ce qu'on appelait la route de l'Étain à l'époque proto-historique. Nous savons tous que sur cet axe avait été découvert dans les années 50 le fameux vase de Vix près de Châtillon-sur-Seine, un cratère de bronze importé d'Italie du Sud. Et puis vous savez qu'il y a maintenant près de 10 ans, 2014, à Lavaux, près de Troyes, c'est du côté de Pont-Sainte-Marie, pour ceux qui fréquentent les magasins d'usine, a été découverte la tombe d'un prince celte de la fin du 6e, début du 5e siècle, dans lequel se trouvait un service à boissons composé d'un chaudron de bronze de facture étrusque ou grecque, d'une contenance de près de 300 litres. Ça permet quand même de faire un rassemblement sympathique. Et une nocoé, c'est-à-dire, on le voit sur la gauche de l'écran, un pichet en céramique. Et il y avait aussi une cuillère, une passoire, tous les éléments nécessaires d'un service à vin, puisque, comme vous le savez, ces vins étaient épicés et il fallait les filtrer avant de les servir. Bon, bien sûr, la quantité qui pouvait être contenue dans ce chaudron indique que c'était réservé à des grandes occasions sans doute cultuelles. Donc, nos ancêtres, les Gaulois, ont bu du vin avant d'en produire. Et il y a eu très tôt, on le sait, des liens commerciaux entre les habitants de notre région, et en particulier les Rèmes. Voilà encore un détail de ces fouilles de Lavaux. Alors, les objets ne sont pas encore exposés pour le moment, ils doivent être restaurés, mais je pense que bientôt nous pourrons les admirer à Troyes. Et les Rèmes et les Lingons également, c'est-à-dire les habitants de Langres, sont rentrés très tôt en contact avec les Romains, et cela explique la rapidité avec laquelle Jules César a pu se rendre maître de la Gaule du Nord. Et il a fait de Reims, comme vous le savez, la métropole de cette province septentrionale. Et qui dit métropole dit forcément un réseau routier qui met celle-ci en contact avec les métropoles voisines, avec les cités qui relèvent de son autorité. Cette carte est tout à fait éclairante pour montrer la mise en place de ce réseau. Et la population de la ville de Reims, à son apogée, c'est-à-dire au IIe siècle, début du IIIe siècle, atteint peut-être 50 000 habitants. En tout cas, on sait que la ville était aussi vaste en superficie à cette époque qu'au début du XXe siècle, moins densément peuplée, donc avec un brassage de population et forcément des consommateurs. Et la trace de la viticulture, nous ne l'avons pas encore trouvée sur le plan archéologique. Il n'y a pas de trace de vignoble qui a été trouvé en Champagne, à la différence de la Bourgogne. Bon, il y a des pépins de raisin, mais ça ne suffit pas. Cette trace, nous l'avons évidemment sur la porte Mars, cet arc monumental tout à fait exceptionnel que nous avons conservé à Reims, et sous l'arc principal qui est actuellement en restauration. Nous devrions retrouver bientôt toutes les qualités la sculpture, se trouve représenté un calendrier des mois. Nous sommes à la fin du second siècle, et le mois d'octobre, avec son pressoir, on le voit à gauche de l'écran sur un dessin simplifié, nous apparaît déjà comme le mois de la vendange. Et on voit ici le foulage du raisin, les hôtes, octobre en Champagne. Alors,
on peut être un petit peu prudent aussi, bien sûr. Une représentation figurée a pu être véhiculée par des modèles artistiques importés, mais cette scène voisine avec une scène de moisson, où nous voyons apparaître un appareil extrêmement ingénieux qui était en usage dans cette région, dans le pays des Rèmes et dans le pays des Trévires, une caisse qui était poussée par un cheval, une caisse devant laquelle se trouvaient des lames acérées qui coupaient les épis, lesquelles étaient ainsi couchées dans la caisse, une moissonneuse quasiment automatique d'époque gallo-romaine, et ça, c'était très spécifique de la région. Donc, ce qui semble indiquer que l'inspiration des sculpteurs vient effectivement des pratiques de l'agriculture et de la viticulture dans cette région. De toute façon, ça n'est pas étonnant que dans une métropole, il y ait eu production de vin, puisqu'il fallait évidemment tenir compte de la vie sociale des élites. Le vin est absolument inséparable du prestige des familles sénatoriales et qui doit recevoir correctement ses commensaux. Compte tenu de l'investissement que représentait la plantation d'une vigne, la main-d'œuvre nécessaire à son entretien, la viticulture était, on le sait, le fait des grands propriétaires terriens qui traitaient donc dignement leurs invités ou leurs clients. Et ce fut aussi très tôt le fait des évêques, d'ailleurs issus généralement du même milieu aristocratique. Nous savons qu'un premier évêque est attesté à Reims un peu avant 260, que la communauté s'est organisée ensuite, surtout après la tolérance constantinienne au IVe siècle, et au moment où sont aussi mentionnés les évêques à Châlons et à Troyes. L'évêque, grand prêtre du diocèse, dispensateur des sacrements, devait veiller à ce que le vin ne manque point à la table du Seigneur, en quantité suffisante pour la communion sous les deux espèces, à laquelle les fidèles ont eu droit jusqu'au XIIe siècle, ça a duré très longtemps, et donc même s'ils communiaient assez peu souvent et en petite quantité, il fallait veiller à ce que le vin soit disponible pour l'Eucharistie et, si possible, un vin qui évitait de faire la grimace devant notre Seigneur, comme le disait joliment le cardinal de Bernis au XVIIIe siècle, qui lui disait sa messe au meursault. Et dans un empire qui est devenu chrétien, à partir du IVe siècle, fin du IVe siècle, l'évêque assimilé à un haut magistrat s'est retrouvé assez rapidement investi de responsabilités civiques et civiles, et il héritait en même temps des traditions de luxe et de convention, de prestige social qu'impliquait l'usage du vin. Et Roger Dion, le grand historien de la vigne, a souligné à quel point l'évêque était un homme clé pour la viticulture. Dans ces temps troublés des grandes invasions, de la chute progressive de l'Empire romain, les évêques ont assuré la continuité de l'usage du vin en pratiquant dans les vignes de l'Église les meilleures méthodes de culture. Et à Reims, le premier viticulteur connu de façon certaine par les sources écrites n'est autre que l'évêque Saint-Remy. Saint-Remy, le premier vigneron, il n'est pas devenu le saint patron, c'est Saint Vincent comme chacun sait, mais le testament de Saint-Remy, rédigé vers 530, mentionne 5 vignes. Ce document, qui est authentique dans sa forme brève, ne donne malheureusement que peu d'indications topographiques sûres. Il y a 5 domaines, une vigne plantée à Tsubnem, alors est-ce que c'est une corruption de Suburbem, qui voudrait dire les faubourgs de la ville, ce n'est pas impossible, à laquelle est attaché un vigneron qui s'appelle Mélanius, une vigne cultivée par un certain Ennius, la ville que Mélaric a faite, une paire de plants de vigne jointis de la vigne que Catosio a faite. C'est très intéressant parce que l'évêque connaît les vignerons et les professionnels auxquels il a confié le soin de la vigne. Et ce qui est le plus intéressant, c'est la 5e mention où il destine à un de ses neveux une vigne, je cite, que j'ai plantée à Vendresse et que j'ai établie grâce à mon travail. Alors, Vendresse,
c'est dans l'actuel département de l'Aisne, comme vous savez, dans le canton de Craonne, non loin de Cerny en Lannoy, le chemin des dames, qui est sans doute le lieu de naissance de Saint-Remy, en tout cas un point fort de son patrimoine familial, tel que cela apparaît dans son testament, donc à 35 kilomètres au nord-ouest de Reims. Ça n'est pas dans la zone d'appellation Champagne aujourd'hui, mais on sait que pendant longtemps, le vignoble a été important dans le pays lannoy. Et en tout cas, nous voyons par ce texte une marque de sollicitude pour ce vignoble qu'il a créé, qu'il a soigné. Une historienne de Saint-Remy émettait l'hypothèse récemment dans une thèse qu'il avait aussi, après une expérience monastique, gardé le souci du travail manuel, et comme les apôtres ou les moines, comme Saint Martin, il allait aussi travailler et prier aussi avec ses mains, en même temps qu'il récitait les psaumes. Bref, au-delà de cette source historique, qui est indéniable, donc vers 530, l'évêque viticulteur a survécu dans les légendes, comme nous pouvons le voir encore aujourd'hui au tympan du portail nord de la cathédrale de Reims. C'est l'un des miracles de la vie de Saint-Remy. Il était descendu chez sa cousine Cels et il a pris à ce moment-là, la maîtresse de maison était catastrophée, que le vin faisait défaut. Et il s'est rendu au cellier, c'est ce que l'on voit ici, et par ses prières, il a rempli de vin un tonneau qui était quasiment vide. Nous voyons cette scène où l'évêque bénit le tonneau et vous voyez sortir du tonneau une sorte de panache. Alors ça, c'est extrêmement étonnant. Nous sommes vers 1220-1230 pour cette sculpture. J'aurai l'occasion d'y revenir parce que remplir miraculeusement un tonneau suppose qu'il déborde. Donc, le vin ruisselle tellement la prière a été efficace. Mais là, on a vraiment l'impression d'un panache. Alors, est-ce que cela veut dire que ce vin est déjà capable de fumer, de mousser? Nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, nous pouvons assurément attribuer aux évêques de Reims les premières vignes attestées, et je passe ici une carte d'Aurélien Nouvion qui a, dans une récente thèse, bien travaillé sur toute cette question de la vigne et du vin en Champagne et en Bourgogne du 5e au 15e siècle. Bon, nul doute que Saint-Remy a usé avec modération d'excellents vins durant sa longue vie, puisqu'il est mort nonagénaire et qu'il était un connaisseur, comme un peu plus tard l'évêque de Lampardule, qui écrivant à l'archevêque Hincmar, relevant de maladie, le vin est considéré comme un remède. Il vous faut user d'un vin qui ne soit ni trop fort ni trop faible, mais de force moyenne, préféré à celui que fournit le sommet des montagnes ou le fond des vallées, celui que l'on recueille sur les versants, comme au lieu dit Mont d'Ebbon à Épernay. Ebbon était l'un des archevêques, l'archevêque précédent, Hincmar, et dont on sait qu'il était très présent à l'abbaye d'Ouvillers, ad Rubridum à Cormicy, donc Rubridum, Roubert, c'était bien du vin rouge, à Reims, à Merphy, à Chaumusy. Là, nous retrouvons des noms bien connus. Alors, Reims, Châlons, Troyes, évidemment, ont aussi des évêques et disposaient de vignobles dans leur périphérie. Et pour assurer le gouvernement du diocèse, le service liturgique de la cathédrale, l'évêque s'est entouré de clercs qui s'organisent à partir du 9e siècle en prenant une règle de vie commune. On les appelle les chanoines, puisqu'ils observent un canon, canonicus chanoine, c'est de là que vient ce nom, et pour respecter cette règle, il faut la lire régulièrement, comme le font les moines, c'est-à-dire chaque jour, on lit un chapitre de la règle dans la salle du chapitre ou la salle capitulaire, et le chapitre, c'est aussi le nom, comme vous le savez, qui désigne ce collège de clercs. Alors c'est extrêmement important parce qu'ils ont besoin, pour leur vie commune à l'origine, ils vivent en communauté avec dortoir et réfectoire, de s'approvisionner en vin. Et le chapitre de la cathédrale a été très tôt doté d'un patrimoine dans lequel les vignes ont tenu une place de choix. Les chanoines étaient à Reims 72, étaient une quarantaine à Troyes et à Châlons. Et à côté des chanoines et des évêques, il ne faut pas oublier le rôle des moines dans la viticulture. On sait que la vie monastique est apparue dans la région à l'époque de Saint-Remy,
Bon, les premières communautés avaient leurs règles plus ou moins austères, et puis à partir de l'époque carolingienne, comme nous le savons, s'est imposée la règle de Saint-Benoît, une règle claire, une règle exigeante, mais une règle mesurée. Je crois que deux mots peuvent résumer son esprit: ora et labora, prix et travail. Le moine passe de longues heures à l'office choral, mais doit aussi travailler de ses mains pour subvenir aux besoins collectifs. Et ce travail, c'est d'abord celui de la terre. Et l'implantation des plus anciens monastères des environs de Reims et Épernay, pensons à Saint-Thierry, pensons à Saint-Bal de Verzy, pensons à Saint-Pierre d'Auvillé, montrent bien des points communs. Ce sont des vignobles qui sont établis au sommet des coteaux de la montagne, qui domine la plaine de Champagne et la vallée de la Marne, à la lisière des bois et à l'écart des routes. Donc, il faut préserver la tranquillité des religieux et leur permettre d'avoir à portée de leur établissement les forêts. Ils s'approvisionneront en bois, pourront aussi envoyer les porcs à la glandée, les coteaux, ils planteront la vigne, et les fonds de vallée où ils auront la possibilité de faire de l'élevage et de la culture, l'idéal étant d'avoir ainsi une certaine autarcie permise par la complémentarité des propriétés qui entourent l'établissement. Et bien sûr, ils vont pouvoir dégager quelques surplus commercialisables de leur production agricole. Alors, qu'est-il du vin? Pour Saint-Benoît, l'abstinence de vin serait l'idéal, écrit-il, mais c'est irréaliste. D'autant plus que le vin, qui faisait allusion à la lettre de Pardulle, est considéré comme un élément fortifiant et même un reconstituant. Après tout, saint Paul n'a-t-il pas écrit à Timothée: cesse de ne boire que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Première épître à Timothée, chapitre 5, verset 23, à connaître par cœur pour avoir bonne conscience. C'est une parole de l'Écriture à méditer, tout en gardant une saine modération. Alors, Saint Benoît avait prévu une émine par jour. L'équivalence de cette mesure à l'origine serait de l'ordre de la demi-bouteille, mais la dose a eu tendance à augmenter plutôt qu'à diminuer au fil des siècles. À Cluny, 11e, 12e, c'était autour de 64 centilitres, une fillette. Bon, quotidiennement. Bon, ne vous inquiétez pas. Rappelons que le vin médiéval, compte tenu sur des méthodes d'élaboration étaient moins alcoolisées qu'aujourd'hui, surtout dans nos régions septentrionales, plutôt 7 ou 8 degrés, et se buvait coupé d'eau. Donc, une boisson quotidienne, boisson de soif, mais aussi vin de l'Eucharistie, j'en parlais tout à l'heure, et puis le vin nécessaire à la réception des hôtes, car les hôtes, en général, doivent être reçus comme le Christ lui-même et offrir le pain et le vin et le geste de charité par excellence. C'est ainsi que, pour faire face à tous ces besoins, ces abbayes ont constitué assez rapidement d'importants vignobles, comme nous le rappelle dès l'époque carolingienne, le polyptyque, c'est-à-dire l'inventaire des biens de la basilique de l'abbaye Saint-Remy, encore une carte empruntée à Aurélien Nouvion. Saint-Remy, Saint-Nicaise de Reims, Montier-la-Selle près de Troyes, Molem ou Cîteaux, pour ne retenir quelques exemples que d'une carte monastique très dense, sont à l'origine de vignes encore réputées aujourd'hui. Et plusieurs maisons, nous le savons, se plaisent à revendiquer leur héritage. Alors, il est certain que les aristocrates détenaient également des vignes et produisaient du vin pour leur consommation personnelle ou à la réception de leurs hôtes, mais les sources sont assez minces pour les périodes anciennes. Il en va de même pour les petits propriétaires paysans, qui sont évidemment mal connus, faute d'archives, mais il y a également toute une petite viticulture paysanne, quelques treilles derrière la maison, qui devaient assurer une consommation personnelle, bon, sans doute avec une qualité assez modeste. Alors, que pouvons-nous dire de la carte? Un travail avait déjà été esquissé il y a 20 ou 25 ans par Jean-Pierre Devroy dans un bon livre qui s'appelle L'éclair d'un bonheur, qui fait une histoire de la vigne et du vin avant les bulles précisément. Et il a donné quelques cartes dressées d'après les archives dont nous pouvons disposer, comme je vous le disais à l'instant, surtout les archives ecclésiastiques, parce que ce sont les clercs lettrés qui gardent les documents, et nous sommes beaucoup mieux renseignés sur les vignobles ecclésiastiques que sur les vignobles laïques. Et vous voyez la carte qu'il a pu établir.
jusque les années 1200, nous retrouvons là ces terres bien drainées de la côte d'Île-de-France qui domine la plaine de Champagne et percées les vallées de la Marne et de la Vesle qui présentent vraiment les caractéristiques des grands vignobles. Et la montagne de Reims, les vallées sont déjà bien évidemment vouées à la viticulture. La Champagne, voilà une carte aussi élaborée par Jacques Illus il y a quelques années pour un projet de livre qui n'a jamais abouti. Malheureusement, il devait y avoir un bouquin, la collection bouquin chez Lafon, sur le Champagne qui est resté en suspension. Peut-être que ça sortira un jour. Cette carte, bon, un peu schématique, mais elle est extrêmement précieuse. Elle nous montre l'étendue du vignoble tel qu'il était entre le XIe et le XIVe siècle. Alors, nous retrouvons la montagne de Reims, la vallée de la Marne, la côte des Blancs, qui relevait du diocèse de Châlons. Il y avait relativement peu de vignes autour de Châlons et les Chalonnais, grâce à la vallée de la Marne, allaient s'approvisionner dans la côte des Blancs. Le vignoble se poursuivait évidemment plus au sud vers le Cézanais, mais il n'a pas connu un aussi grand développement que celui que nous voyons dans la vallée de la Marne et la côte des Blancs, pour la raison très simple que Cézanne dépendait alors du diocèse de Troyes, mais dont, qui était éloigné d'une cinquantaine de kilomètres. Et les Troyens ne s'approvisionnaient pas prioritairement dans la région de Cézanne, mais plutôt aux alentours même de leur cité. Le, le vignoble rémois, nous le voyons, s'est encore étendu au XIIIe et XIVe siècle, jusque dans les parties très septentrionales aujourd'hui, dans les proches Ardennes, jusqu'aux environs du Tour d'Asfeld et de Vouziers. Ne nous étonnons pas. L'on faisait pousser de la vigne jusqu'aux limites possibles pour assurer un approvisionnement commode. Bon, la qualité n'était peut-être pas toujours au rendez-vous, mais de toute façon, il y avait différents types de vins. Il y avait des vins de soif, il y avait des vins de garde, il y avait aussi le verjus qui était très utilisé dans la cuisine médiévale, le jus de raisin vert qui était un condiment extrêmement apprécié, le jus de raisin vert salé. Et alors, cette carte nous montre, titre d'exemple, les vignes du chapitre de la cathédrale et de l'archevêque de Reims. Sur cette carte, vous voyez en pastille verte les vignes archiépiscopales. Aux alentours même de la cité, le mont Valois sur la route de Châlons, le mont d'Ausson est proche du quartier de Courlancy actuel, le mont Ferré à Tessy, et puis Chaumusy, Coulombe, Chamery, Nogent, Cormicy, Courville, où il y avait des châtellenies épiscopales. Le vignoble, en général en faire valoir direct de l'archevêque de Reims, représentait à cette époque une quarantaine d'hectares. Quant aux chanoines de la cathédrale, ce sont là les petites étoiles rouges, nous voyons qu'ils avaient un vignoble assez dispersé qui, enfin jusqu'à Cormicy, là encore, comme celui de l'archevêque, occupe très largement de nombreuses la montagne de Reims, et nous voyons les vignobles chalonnes à Hermonville, Villers-Franqueux, Ville-de-Mange, Écueil, etc. Un vignoble diversifié qui permettait d'avoir ainsi un approvisionnement de différentes qualités et qui permettait aux chanoines d'assurer évidemment l'approvisionnement de leur table quotidienne, mais aussi d'assurer les usages liturgiques. Alors, je ne parle pas seulement de la messe, bien évidemment, mais de cette pratique que nous rencontrons dans les documents, en particulier dans le nécrologe de la cathédrale. C'est le livre dans lequel chaque jour on fait mémoire des défunts
pour lesquels il convient de prier, l'usage était que par testament, un chanoine, ou ça peut être aussi un laïc bien évidemment, faisait don d'une quantité de vin nécessaire à la réfectio, c'est-à-dire un pot, appelons les choses comme ça de façon contemporaine, qui serait servi chaque année à la messe anniversaire célébrée en sa mémoire. Et notre nécrologe est ainsi doté de multiples mentions, et je ne citerai que celle-ci, le chanoine Gilon de Saint-Thierry, qui en 1206 lègue au chapitre sa vigne de Porte-Mars, donc il y avait là vraiment des vignes au pied même des remparts, bon, qui devaient disparaître par la suite, nous sommes à côté de la place de la République actuelle, hein, et il précise qu'il va laisser 2 muids de vin et que c'est pour chaque année arroser les fidèles qui viendront prier pour son défunt, pour sa mémoire lors de la messe des défunts. Voilà, on précise que l'on boira son vin, dont il devait être assez fier, sans doute, à ce moment-là. Le souvenir de la vigne du chapitre, nous le voyons de façon très nette sur le monument lui-même. La gestion des vignobles du chapitre a permis aussi d'abonder le budget de construction de la cathédrale. C'est une question que j'ai pu étudier un petit peu aussi. On voit la gestion des vignes au XIIIe siècle est dynamique pour dégager des surplus. Les dépenses sont tout à fait considérables avec ce chantier énorme. Et il n'est pas étonnant de retrouver sur la cathédrale la présence de la vigne. On pourrait prendre de très nombreux exemples, je n'en choisis que 2. Ce chapiteau qui se trouve sur la façade occidentale, côté sud, à droite, où l'on voit des feuilles de vigne, des grappes de raisin, et même en gardant bien quelques étourneaux qui viennent grappiller. Et puis surtout, ce chapiteau qui est assez connu, qui se trouve dans la nef. Pour le voir, il faut se placer le dos au petit orgue et lever les yeux, voir ce chapiteau qui représente la vendange, dit-on parfois. Je pense plutôt qu'il s'agit d'un garde de la vigne, qui est à droite de l'image, qui appréhende, vous voyez, ce geste de la main sur l'épaule, qui appréhende un maraudeur auquel il dispute manifestement le panier. Et le garçon de gauche a une serpette à la main, il est en train de couper du raisin, sans doute de façon illicite, et c'est là, après tout, un avertissement tout à fait salutaire, mais qui rappelle bien l'importance de la vigne dans le patrimoine des chanoines et la protection dont cette vigne jouit, parce que puisqu'elle est le patrimoine de l'église de Reims, elle est le patrimoine de Notre-Dame, qui en est la sainte patronne, et voler les vignes du chapitre, c'est voler Notre-Dame, ce qui doit faire réfléchir quand même. L'abbaye de Saint-Remy également, là je reprends les travaux d'Aurélien Nouvion, se dote aussi d'un très vaste patrimoine viticole. Cette abbaye est assurément la plus importante de la région. On peut estimer qu'à la fin du XIIe siècle, la communauté monastique doit atteindre environ 200 moines. Il suffit de se rendre dans la basilique d'aujourd'hui en constatant son ampleur pour se rendre compte de ce qu'était la communauté monastique rémigienne. Et cette conférence ne fait que survoler, évidemment, des questions qu'il faudrait approfondir. Un travail peut être fait de façon très précise sur les patrimoines viticoles de nombreuses maisons. Là, je reprends des cartes qui ont été établies il y a déjà une vingtaine d'années par une étudiante qui avait fait un mémoire de maîtrise, qui s'appelle Adeline Hutas, et il avait été possible, en repartant des cadastres napoléoniens, en étudiant les archives, qui sont très précieuses et souvent très précises, en ce sens qu'elles donnent des délimitations des parcelles de vignes grâce à un chemin, à un ruisseau, à une croix, bon, qui souvent ont disparu maintenant, mais apparaissent encore dans les documents anciens. Et nous pouvons, en superposant les terriers établis à partir de l'époque moderne, les mentions qu'il y a dans les actes
médiévaux, et puis bien sûr la documentation actuelle, retrouver ce que j'appellerais une généalogie des parcelles. Il est extrêmement intéressant de voir à quel point les parcelles qui sont aujourd'hui en culture peuvent remonter, comme on le voit sur cette image des possessions viticoles de Saint-Nicaise, bon, dans la région de Sermier, vous voyez, remonte au XIIIe, au XIVe siècle. On pourrait en dire autant autour de Verzy, des possessions viticoles de l'abbaye de Saint-Bal. Tout cela a engagé véritablement l'histoire de notre vignoble. Ce sont les moines qui ont implanté leurs vignes là où le terroir était favorable, bien exposé, etc. Bon, après, restait évidemment travail de sélection des cépages et de vinification, mais il ne faut pas être surpris de cette très, très grande ancienneté de la vigne et vraiment de la pérennité des vignobles de choix que ses lointains prédécesseurs avaient déjà su identifier. Alors, ce qui est très frappant aussi, c'est de voir un parcelleur très morcelé. Et nous savons bien qu'aujourd'hui, en Champagne, c'est l'une de nos caractéristiques, la multitude des parcelles et des micro-propriétés. Les vignobles monastiques étaient très morcelés. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient constitués au fur et à mesure des donations, et ils s'étaient enrichis de siècle en siècle de petites parcelles. Et donc, parfois, on avait pu faire quelques acquisitions, mais c'était surtout de donations. Ces vignobles ont été saisis au moment de la Révolution, vendus à ce moment-là comme biens nationaux, très souvent aux paysans vignerons qui les exploitaient. Au moment de la vente des biens nationaux, les grandes fortunes ne se sont pas précipitées sur ces vignes à une époque où le champagne n'avait pas encore connu tout son essor, dans une région septentrionale où les années n'étaient quand même pas toujours assurées d'être productives. Et ce sont plutôt les paysans qui ont acquis leur instrument de travail, si je puis dire, d'où aujourd'hui encore cette propriété multiple et morcelée de la Champagne qui, vous le voyez, plonge ses racines véritablement très, très loin. Et nous évoquions tout à l'heure Troyes et Châlons. Donc, autour de Châlons, relativement peu de vignobles. Je vous le disais, c'est la Côte des Blancs qui fournissait la ville épiscopale. Ce qui apparaît sur cette carte, encore une fois, la carte de Jacquillus, c'est la présence de vignes là où il n'y en a plus, hein, en Argonne, autour de Sainte-Menou, de Moirmont, de Passavant, à l'est du diocèse de Châlons, à Vitry-en-Perthôis aussi, qui précède Vitry-le-François, et dans la haute vallée de la Marne, jusqu'à Saint-Dizier et Joinville. La ville de Troyes était entourée de vignobles également, Saint-Martin et Svigne, en garde le souvenir, Saint-Martin et Serres, Saint-André les Vergers. Seul Montgueux subsiste désormais, mais il n'est pas exclu que dans la nouvelle carte d'appellation ressurgissent un certain nombre de vignobles attestés d'ancienneté. Et puis, il y a bien sûr le vignoble de la Champagne méridionale, dont nous connaissons l'importance aujourd'hui, qui apparaît tardivement dans nos sources à partir du XIIe siècle, à l'exception des Rissets, qui sont documentés depuis l'époque carolingienne, mais un vignoble qui doit surtout son développement à deux abbayes fondées entre 1070 et 1120, c'est-à-dire Molesme et Clairvaux, qui ont durablement marqué la côte des Bars, Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, et on sait que Saint-Bernard a donné un essor considérable à l'abbaye de Clairvaux, entourée de vignes, et dans notre patrimoine existe encore le cellier de Colombey, le Sec, qui date du XIIe siècle, à 12 km au nord de Clairvaux. C'est une particularité des cisterciens que d'être assisté de frères convers qui, dans la périphérie de l'abbaye, prenaient soin des vignobles ou des terres à cultiver, mais pas trop loin pour pouvoir revenir ensuite le dimanche, participer à l'Eucharistie et suivre l'enseignement des pères. Alors, je suis obligé d'aller très vite dans le
peu de temps dont nous disposons, il ne faut pas trop lasser l'auditoire, mais vous voyez, je vous ai montré tout à l'heure la carte médiévale telle qu'elle pouvait être reconstituée. La carte d'aujourd'hui, ben, ça n'a pas tellement changé. Si, ça a pu changer au 18e, 19e, où il y a eu un développement assez important du vignoble, jusqu'à 60 000 hectares, mais il a été ensuite nettement raccourci, reconcentré avec la crise du phylloxéra en particulier. Et quand nous regardons la carte d'aujourd'hui et la carte du Moyen-Âge, nous voyons à quel point elles sont en grande partie superposables et rappelant vraiment que nous sommes les héritiers de ces siècles d'or. Alors, cette continuité ne doit pas pour autant nous faire croire que les paysages étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Ce paysage bien peigné avec ses rangs de vignes tracés au cours d'eau, évidemment aujourd'hui adapté à la mécanisation, selon un usage immémorial et qui a duré encore jusqu'à l'orée du XXe siècle, car la photo que je vous montre, évidemment, n'est pas du Moyen-Âge, la vigne en foule était la pratique habituelle, hein, et qui présentait quand même un aspect un peu plus désordonné, voire échevelé. Bon, sur les côtes, les plantations en route, c'est-à-dire en ligne transversale, à la pente, gardaient peut-être un peu plus d'ordre, mais assez rapidement, la pratique du provignage perturbait la régularité. Nous savons qu'aujourd'hui, le vigneron qui doit renouveler une vigne arrache puis replante une parcelle qui demeure improductive quelques années. Jadis, le rajeunissement se faisait de façon continue pour assurer la pérennité de la récolte. Le provignage, comme on le sait, c'est l'action de coucher en terre un sarment qui prend racine avant d'être séparé de la souche, de la souche mère. Ainsi, le paysage est intrinsèquement changeant. Et alors, la Champagne, à la différence de la Bourgogne, ne connaît guère les clos, c'est-à-dire les parcelles encloses de murs de pierre. Cela dit, la clôture par des haies d'épineux, installée au printemps et ôtée après la vendange, était jadis une précaution utile pour éviter les dégâts occasionnés par le gibier ou le bétail, plus ou moins bien surveillé. C'était aussi une nécessité pour éviter les détournements au moment de la récolte. Depuis le 8e siècle, c'est extrêmement important de le rappeler, la dîme a été institutionnalisée, c'est-à-dire le versement à l'Église d'un dixième des fruits de la terre, comme l'indique son nom en latin, décima, décime, dîme. Bon, dans les faits, c'était plutôt un 13e. Mais cette perception de la dîme était destinée, comme nous le savons tous, hein, à l'entretien des clercs et de l'Église, mais aussi aux soins des pauvres. Enfin, n'oublions pas que l'Église s'occupe de tout ce qui est enseignement et santé. Toute l'infrastructure hospitalière, la charité agissante relève du clergé. Bon, la dîme, ça n'est pas seulement pour permettre aux clercs de manger à leur faim. Il y a aussi une grande redistribution qui est faite, il ne faut jamais l'oublier. C'était d'une importance capitale dans la société de ce temps. Et donc, le clerc chargé de percevoir la dîme, le décimateur, comme on l'appelait, devait se tenir au pertuis du clos, c'est-à-dire à la petite porte donnant accès à la parcelle enclose, pour soustraire au fur et à mesure les paniers qui sortaient et en prendre un sur 13 en l'occurrence, le mettre sur une charrette et l'envoyer au pressoir, puisque la perception se faisait en nature. Alors évidemment, nous n'avions pas dans ces vignes du Moyen-Âge, comme aujourd'hui, des piquets et des fils métalliques restant en permanence. L'échalassement était pratiqué annuellement. Les échalas, voyons ici cette photo, encore une fois, c'est le début du XXe siècle, hein. Les écharçons, comme on les appelle en Champagne, les bâtons, en cœur de chêne si possible, ou d'aulne, étaient retirés après chaque vendange, groupés en moyères de forme conique ou sur des chevalets. On en remplaçait quelques-uns, on les aiguisait, et au printemps, il fallait les remettre, procéder à la ficherie, au fichage, au piquage, les différents mots qui sont utilisés dans notre vocabulaire champenois.
Ici, nous voyons un homme sur la photo, mais on n'hésitait pas pour ce long travail à faire appel à des femmes fortes qui étaient aussi chargées du liage euh, pour maintenir la promesse de récolte au-dessus du sol au moyen de liens de paille, hein, afin d'éviter les gelées blanches et favoriser la maturité des grappes en les exposant plus complètement au soleil. Autre élément qu'il faut souligner pour cette vigne médiévale, c'est ce qu'on appelle le complantage, c'est-à-dire la juxtaposition fréquente dans une même vigne de différents cépages, pour la bonne raison, nous savons bien que tous ne sont pas sensibles de la même façon aux aléas du climat, redoutables dans cette région septentrionale pendant très longtemps, ça n'a pas encore disparu, nous le savons bien, et résistance aussi aux maladies de la vigne. Donc un vigneron avisé ne mettait pas tous ses raisins dans le même panier et peut avoir dans une parcelle différents cépages. Ce sont des pratiques que nous ne connaissons plus aujourd'hui, mais dès lors, il faut imaginer, avec la diversité des âges, des pieds, des cépages, dans un parcellaire morcelé, un, un patchwork, un camailleux, si vous voulez, et on se plaît à rêver de l'automne dans le vignoble médiéval. Alors, les textes nous parlent évidemment des travaux et des jours, les images nous sont familières. Dans les manuscrits, il y a souvent des représentations, vous le savez, sur les portails des cathédrales, des travaux des mois, et on retrouve systématiquement la taille de la vigne en mars et la vendange en septembre-octobre, qui sont les temps forts d'une année longue, qui commence véritablement après la Saint-Vincent, hein, après le cycle festif de Noël, de l'Épiphanie, qui favorise plus la production, la consommation que la production. Le travail du vigneron champenois commence traditionnellement après le 22 janvier, après la Saint-Vincent, par la taille du premier cep à la serpette. Et c'est ce que nous voyons ici, une opération qui dure jusqu'en mars, hein, mais nous le disons encore aujourd'hui, taille tôt, taille tard, mais taille de mars. De mars à avril, il faut bêcher, provigner aussi jusqu'au mois de mai. Tout cela requiert beaucoup de temps et d'efforts. Bon, ça arrive, nous l'avons vu tout à l'heure, la ficherie, le piquage des échalas. Bon, les petits vignerons font ce qu'ils peuvent en chercher dans la forêt des bois d'usage. Et puis, il va falloir lier, on l'a vu, les pampres et enlever les gourmands, sarcler régulièrement le sol piétiné par les passages nombreux des vignerons. Et arrive le temps de la vendange, qui lui est, d'après les documents des 13e, 14e siècles, s'effectue normalement lors de la deuxième quinzaine de septembre, ce qui convient au goût de l'époque pour des vins clairets et peu chargés en sucre. Mais la décision de la date, la fixation de la date, est toujours une décision cruciale qui dépend en général du seigneur, peut-être on l'a vu, un seigneur ecclésiastique, parfois les communautés villageoises. Quoi qu'il en soit, le ban des vendanges, une expression que nous connaissons encore, impose à chacun de se plier à une règle commune pour ne rien couper avant le jour défini, puis d'opérer sous le regard attentif de sergents qui veilleront à ce qu'il n'y ait pas de détournement compte tenu des droits à acquitter. Bon, une vendange pour laquelle il faut embaucher, bien évidemment, du personnel. Les abbayes réquisitionnent à ce moment-là leurs tenanciers de la plaine pour venir travailler à la vigne. Bon, nous voyons dans les textes ou dans certaines images ces hommes et ces femmes hein, murnis d'une serpette, du panier mannequin, ce grand panier oblong que l'on transporte à deux sur une perche, ou bien tout simplement d'une hotte, ce qui est plutôt privilégié pour les vins blancs afin de les manier avec plus de précaution, la hotte portée à dos d'homme ou par paire à dos d'âne, le précieux auxiliaire du vigneron robuste et agile en terrain accidenté. Les textes font évidemment mention du foulage ou du pressurage.
Les pressoirs vont de la simple poutre abaissée par traction humaine jusqu'au système complexe à vis centrale qui a été mis au point au plus tard au XIe siècle. Et bon, ici la carte des pressoirs de Saint-Remy. Comme de nos jours, les textes nous montrent bien que l'on décline la qualité depuis la mer goutte, ce qui coule tout seul déjà, c'est le cœur de cuvée que nous disons aujourd'hui, jusqu'aux tailles et à l'ultime rebêche obtenue en remouillant les mares, ça fait la piquette qui désaltère les ouvriers. Et pendant que le mou bout dans les poinçons, eh bien, il faut continuer à travailler. Il faut, en novembre-décembre, déficher les échalas et puis fumer la vigne avec modération, tous les 3 ou 4 ans, moins souvent. On le voit dans les comptes des vignes de l'archevêque à Courville, du bon fumier de vache auquel on ajoute des mares ou des aines de raisin et pour évidemment enrichir la vigne. Et puis régulièrement, il faut aussi terrer. Alors, terrer la vigne, ça veut dire remonter à dos d'homme, encore une fois, la terre qui a glissé le long des coteaux par l'érosion naturelle, transportée sur des hottes. Les comtes de Courville, en 1381-82, dénombrent 25 708 hottes pour le terrage des vignes de l'archevêque, 5 mois de travail. Alors, bon, nous savons bien aujourd'hui à quel point la vigne est chronophage, demande beaucoup de soins, et on comprend qu'évidemment, ces soins intensifs, extrêmement coûteux en main-d'œuvre pour avoir des vins de qualité, ne pouvaient servir, pouvaient être le fait que de grands propriétaires. Il existe bien sûr, encore une fois, une petite viticulture paysanne. Elle est assez mal connue. Elle est surtout destinée à la consommation personnelle, voire à la consommation locale. Bon, si toutefois quelques vignerons commercialisent leur vin, après avoir payé la dîme, ils n'échappent pas à de multiples taxes, car nos ancêtres ont toujours été d'une invention extraordinaire en matière fiscale, et ça, c'est vraiment une leçon que nous avons gardée. Il y a le rouage sur le transport par charrette des tonneaux, le forage sur l'ouverture des tonneaux, le ton-lieu pour la vente au marché, tout cela soumis au contrôle des courtiers, dont je leur dirai un petit mot tout à l'heure. S'y ajoute aussi dans les seigneuries le ban-vin, c'est-à-dire que le seigneur local s'assure, en vertu de son droit de ban, son droit de commander, de contraindre, s'assure le monopole. D'abord, le monopole du pressoir, le pressoir banal, ça veut dire que tous les vignerons de la seigneurie sont obligés d'amener leurs raisins au pressoir. C'est un service parce que le pressoir est un engin extrêmement complexe, coûteux d'entretien, et on fait évidemment un meilleur vin dans un pressoir perfectionné que si on essaye dans un petit tonneau de faire sa propre piquette, mais il faut en laisser une partie, évidemment, en guise de redevance, de l'ordre de 5 à 6% du mou, ou une taxe équivalente. Et puis, le seigneur a aussi le ban-vin, c'est-à-dire le monopole de la vente du vin quand il doit vider ses tonneaux avant la vendange suivante, et un vin qui commence parfois à tourner un petit peu aigre et qu'il a intérêt à éliminer le plus rapidement possible. Alors, avec tout cela, bon, voyons les propriétés, nous voyons travailler les hommes, les femmes, mais que savons-nous du goût du vin? Vin blanc, vin rouge. D'abord, répondre à cette question n'est pas facile, parce que les textes, souvent, ne font que comptabiliser des taxes, des vinages, ils se montrent avares de commentaires gustatifs, on parle de redevances en vin, et sans que l'on aille souvent plus loin. Alors, on rencontre parfois dans les textes les mentions de gouais, de fromenteau, clairement distingués comme donnant un rouge palichon et assez grossier, et un blanc fin et limpide. Bon, il serait hâtif de les répartir selon un déterminisme géographique entre vin de montagne pour le gouais et vin de rivière, c'est-à-dire la vallée de la Marne, pour le fromenteau, parce qu'on les retrouve partout
certes en proportion variable selon la qualité du sol, selon l'exposition, selon les risques aussi des gelées, puisque le gouais est plus résistant manifestement. Il est certain qu'au XIIe, XIIIe siècle, c'est le fromenteau qui est la côte, ou l'arbane que l'on signale en particulier dans les vignes de Clairvaux, plus au sud, qui donne un bon vin blanc. Le roi Philippe Auguste, à croire Henri d'Andely, volontiers mouillait sa pipe de bon vin qui était du vin blanc même quand il n'avait pas soif. Et en 178, le comte de Guines, recevant l'archevêque Guillaume de Champagne, servit du vin si clair que ses invités l'avaient d'abord pris pour de l'eau dans leur anape. Alors, nous avons là toute une distinction sociale. Le vin blanc à cette époque, c'est le vin qui correspond à la délicatesse des personnes raffinées, tel l'archevêque qui s'appelait d'ailleurs Guillaume au Blanchemin. Oui, le Blanchemin, la blanche peau des dames, à la différence des paysannes allées, le pain blanc que l'on préfère au pain noir, le grossier des travailleurs. Et c'est pareil pour le vin blanc de l'élite et le gros rouge qui tâche pour les personnes moins raffinées. C'est bon pour les travailleurs. Un vin blanc, oui. Alors c'est encore ce que nous voyons dans un texte amusant qui s'appelle Le dit des trois dames de Paris, et nous sommes là encore au début du XIVe siècle. C'est l'histoire de trois commères qui fréquentent une taverne, et ça finit par assez mal puisqu'elles roulent sous la table, et elles se rangent au choix de la modiste qui s'appelle Tiphaine, qui dit « Je sais vin de rivière », donc comprenons que ça va être de la Marne, « si bon qu'un tel ne fut planté, qui en boit ses droits de santé, car c'est un vin clair, frémillant, donc comprenons frémissant, fort fin, frais, sur langue friand, doux et plaisant à avaler. » Voilà un texte bien connu de tous les amateurs qui y voient les prémices d'un vin de champagne pétillant, frémillant, ouais, frémissant. Bon. Alors, oui, un pétillement alors naturel dû à l'arrêt de la fermentation en cette terre septentrionale dès les premiers frimas de novembre dans les celliers, quand la température descend en dessous de 7 degrés, puis reprise de la fermentation au printemps sous l'effet des sucres résiduels. Seconde fermentation d'autant plus prononcée qu'avec la pratique de vendange précoce, le vin est peu chargé en alcool et qui se prête mieux donc à cette fermentation. Un vin que nous trouvons peut-être aujourd'hui un petit peu acide, mais ça pouvait convenir aux saveurs de la cuisine médiévale qui mélangeait souvent du sucré, du salé, voire de l'acidité. Alors, mention d'un vin frémillant, frémissant, oui, déjà au XIIIe siècle, Henri d'Andely, dans un texte célèbre qui s'appelle La bataille des vins, une sorte de tournoi parodique où s'affrontent les différents vins blancs, comme je le disais, ce sont les vins blancs qui ont la cote. On voit apparaître les vins d'Épernay, les vins d'Ouvillers, et le vin de Châlons qui gagne le nom de Messire Pétard de Châlons, qui enflé fait le ventre et les talons. Alors, est-ce pour la rime? Je ne sais, en tout cas les talons, oui, mais Messire Pétard a-t-il des effets indésirables sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais plutôt, il doit s'agir du vin qui fait sauter la bombe du tonneau, justement, avec cette seconde fermentation qui reprend au printemps, et qu'on ne sait évidemment absolument pas contrôler, maîtriser, ni conserver. Et je vous renvoie à la conférence de Jean-Luc Barbier sur la naissance de la mousse et du champagne. Mais c'est intéressant de signaler ces prémices, et c'est là que je renvoie à l'image que nous avons vue tout à l'heure de ce panache de fumée qui sort de notre tonneau sur la façade de la cathédrale dans les années 1220-1230. Bon, nous savons bien que ce phénomène de reprise de mousse n'est pas spécifique à la Champagne. On le trouve dans la région septentrionale, dans les régions de montagne. Bon, après, la maîtriser et lui donner toute sa qualité, c'est toute une autre histoire qui a déjà été traitée. Mais en tout cas, ce vin devait être parfois quand même un peu agressif, surtout à partir du XIVe siècle, dont on commence à reconnaître un refroidissement. On parle beaucoup aujourd'hui du réchauffement climatique, mais nos ancêtres ont eu à souffrir du refroidissement. Après le petit optimum médiéval, le POM, comme disent les climatologues, 11e, 12e, 13e, les 300 glorieuses du Moyen-Âge, arrive dès la fin 13e et s'accentue au 14e, 15e, le PAG, le petit âge glaciaire, la température diminue, et on le voit bien parce que les dates des vendanges
deviennent plus tardives, les récoltes sont moins abondantes et manifestement, le vin doit tordre un petit peu les boyaux. Si on en croit le poète Eustache Deschamps, qui était originaire de Vertus et qui écrit vers 1370 plane d'acier dont on fait les cerceaux, ni besague, c'est la hache d'armes, aux deux bouts acérés, fer de glaive, ni dague de Bordeaux, rasoir tranchant, faux à faucher le pré, les ferments dont on œuvre en galère, ni les hoyaux à racler par chemin, les aiguilles qu'on vend par le chemin, ni les dondaines, sur les carreaux d'arbalète, qui transpercent le corps, ne se peuvent comparer au vervin de l'an présent, dont je suis presque mort, car quand j'en bois détruits sont mes boyaux, mon estomac est plus froid que gelé, le ventre en est enflé comme un pourceau, et s'il n'était la porte défermée, c'est-à-dire ouverte, qui est au-dessous pour ici la vinée, je ne fais pas de dessin, je mourrais du mal de Saint-Quentin, mais je pisse 100 fois soir et matin, et une vais guère moins à la selle, tel vinée me mettra à la fin de l'an présent, on suis presque mort. Bon, c'est quand même pas très rassurant, mais admettons que c'était vraiment une mauvaise récolte, mais manifestement, en ce XIVe siècle, Eustache Deschamps partage le goût de ses contemporains pour les vins rouges ou les vins clairets que nous voyons justement apparaître dans les contes des sacres des rois de France, Charles IV et Philippe VI. Et c'est intéressant parce que nous avons là une mention extrêmement précieuse. Conservée dans les archives municipales de Reims, il y a 2 dossiers pour le sacre de Charles IV en 1322 qui mentionnent pour le festin solennel qui suit la cérémonie, l'achat de grenache, un vin liquoreux originaire d'Alicante ou de Malaga que l'on consommait à l'apéritif. Puis de nombreux tonneaux dont le contenu n'est pas précisé, qui doivent être de la région, et puis 4 queues de vin de Beaune qui sont vendus 30 livres, 17 sous 6 deniers, il y a plus de 2000 litres de vin de Beaune. Et le texte que je vous montre fait état effectivement de Philippe Naguet. Oui, c'est les chansonneries, hein, vous pouvez lire en même temps que moi. Hein. Premièrement, Philippe Naguet pour Garnache, donc Grenache, Garnache, 16 livres, Jacquet Patouillet pour 4 tonneaux de vin, 40 livres, Thomas de Courtisieux, comprenant Courtisol, pour 4 queues de vin de Beaune, tenant 11 setiers plus, etc. Car il est allé chercher les tonneaux à Châlons, qui manifestement était, avec la vallée de la Marne, un port d'approvisionnement des vins qui, de Bourgogne, un peu par la route, puis par la vallée de la Marne, remontaient jusque dans nos régions. Et puis, pour le sacre de Philippe VI de Valois, c'est très précieux parce qu'on nous donne une liste de fournisseurs et de prix. La récapitulation fait état de 140 tonneaux de vin de rivière, donc de vin de la vallée de la Marne. C'est pas toujours précisé, mais ça se déduit par la valeur facturée, 7 à 8 livres la queue. La queue, c'est 2 poinçons, c'est-à-dire autour de 400 litres. La pièce champenoise au Moyen-Âge, c'est quasiment celle que nous avons aujourd'hui, ça n'a pas changé, plus de 200 litres. Hein. Et manifestement, il s'agit de vin blanc, du cépage Fromenteau. Apparaît aussi dans les contes un vin ordinaire, sans doute du Gouet, pour les serviteurs. On les appelle queue vermeille à 6 livres chacune, donc 7-8 pour le vin de rivière, 6 pour ce vin plus bas de gamme. Mais le haut de gamme, c'est le vin de Beaune. Pierre Noël fournit 5 tonneaux à 28 livres l'unité. Donc on a un écart considérable avec le vin local. Et il y a également dans ces contes Thomas de Cabourg et Chanson du Roi, qui 5 tonneaux de vin de Beaune à 26 livres et 30 queues de vin de Saint-Pourçain. Alors Saint-Pourçain, oui, c'est un vin de Massif central, du nord du Massif central, bon, qui est aujourd'hui un peu oublié, mais qui était aussi bu, nous le savons, à la cour de France, et au même titre que le vin de Beaune. Alors, cela pose toute une question que je ne vais pas avoir le temps de traiter. Alors, le vin du sacre, il est convenu, j'ai déjà un contrat, nous en reparlerons dans 2 ans, il y aura une conférence spécifique sur le vin du sacre
prévu au calendrier de 2025. Mais ce que je voulais dire pour conclure, parce que je vois que l'heure tourne quand même un petit peu, c'est la question de l'évolution du goût. Bon, vous parlez tout à l'heure de l'appétence pour le vin blanc. Et puis, ces contes du sacre nous montrent que manifestement, le vin de Beaune, le vin de Bourgogne, qui est un vin rouge, surpasse très largement le vin de la région. Alors, qualité, bien sûr, mais aussi, manifestement, goût plus prononcé pour ces vins clairets. Et manifestement, nos vignerons champenois ont suivi cette demande de la clientèle. Car nous voyons progressivement, et ça j'en reparlerai justement dans la conférence sur les sacres, l'écart qui diminue entre les vins de montagne et de rivière et les vins de Beaune jusqu'à être au XVIe siècle d'un prix quasiment équivalent. Ce qui indique, alors effectivement, il y avait les différences de prix qui étaient dues aussi au transport, aux taxes, mais quand même, la qualité était en jeu et il y a un rattrapage qui se fait. Alors, la question qui est posée inévitablement, est-ce que l'on a importé en Champagne le droit plan de Beaune que célèbre précisément Eustache Deschamps dans ses écrits, c'est-à-dire le pinot noir de Bourgogne. L'hypothèse a été avancée par Roger Dion, a été écartée par René Gandillon, a été réhabilitée par Jean-Pierre Devroy. Son principal argument est analogique. L'introduction de plans de Beaune par les ducs de Lorraine à la fin du XVe siècle pour régénérer leur vignoble de qualité. Mais on sait que ces ducs de Lorraine sont venus plus tard acquérir des plans d'Ailly, donc ce qui semble indiquer que ces plans n'étaient pas si différents que cela. Mais là, il faudrait toute une étude d'ampélographie, et je pense que nous aurons un de ces jours aussi une conférence sur ce sujet. Pas facile de savoir ce qu'étaient les cépages anciens, parce que les noms varient d'un endroit à l'autre. Il y a eu forcément des évolutions, des mutations au fil des siècles. Qu'est-ce que le fromenteau? Si le fromenteau noir de Champagne n'était qu'une variante locale du pinot noir de Bourgogne, ce débat est un peu vain. Plus que le changement de cépage, ce qui compte alors, c'est un nouveau type de vinification pour obtenir un vin rouge clairet, un vin à la robe légère, pelure d'oignon et de perdrix, comme l'on dit. Et effectivement, le vin d'Ailly, au XVe siècle et au XVIe, devient un vin de plus en plus apprécié et qui est vendu au prix des vins de Bourgogne. Il y a un engouement réel pour ce breuvage fin et léger, dans un équilibre entre le corps et l'esprit, comme on disait jadis comité Champagne, une richesse alcoolique minimale, hein, et une grande délicatesse de fruits. Alors, c'est ce qui explique que c'est un vin que l'on buvait jeune. L'inventaire après décès de l'archevêque Richard Pic, 1389, est sans appel. On trouve dans ses caves de Courville 50 queues de vin nouveau à 30 sous la queue, et les queues de vin vieux ne sont même pas prisées. Alors, est-ce que ça veut dire que le vin se pique très vite et devient du vinaigre? Bon, Richard Pic, pourtant, s'est préoccupé de réglementer la profession de tonnelier en insistant sur la quantité de bois de chêne, sein, cerclé, etc. Et apparemment, on pouvait quand même garder 3-4 ans le vin. Mais il perdait de sa qualité, et d'après les comptes de Courville, ceux qui achetaient ce vin-là, c'était les paysans du coin qui étaient heureux de le payer moins cher. Mais néanmoins, cette évolution vers un vin clairet a amené à ce moment-là une commercialisation du vin, car pendant longtemps, quand nous lisons les archives, les marchés étaient surtout de redistribution locale. Et à la fin du Moyen-Âge, la concurrence qui s'opère ainsi avec le vin de Bourgogne permet à ce vin qui est plus au nord que son concurrent de gagner plus facilement les marchés des pays sans vin, que sont les pays de Flandre en particulier, voire l'Angleterre à partir du XVIe siècle. Cela serait toute une autre histoire à traiter, le marché du vin sur les places de Champagne et les places de Reims. Nous en avons encore le souvenir de notre topographie, puisque nous avons non loin de notre place d'Erlon une rue qui s'appelle la rue de l'Étape, et son nom complet c'était l'Étape au vin. C'est là qu'à la fin du Moyen-Âge se trouvaient les marchands de vin et les courtiers. Et les courtiers, dont la fonction apparaît au XIVe siècle, qui étaient des officiers assermentés pour vérifier la qualité du vin et aussi la contenance des tonneaux. C'est pourquoi ils avaient à la main une verge graduée
qui leur permettait de connaître la quantité. Et on appelait ainsi les courtiers les vergeurs. Nous avons à Reims l'hôtel Le Vergeur, qui rappelle l'importance de cette profession. Et c'est un clin d'œil à la conférence que je ferai tout à l'heure à l'hôtel Le Vergeur. Voilà. Eh ben, merci, merci infiniment, Patrick. J'allais rappeler la conférence, mais voilà, tu l'as fait tout seul. Donc, j'espère que tu auras beaucoup de monde. On a eu beaucoup de monde. Merci, Patrick. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le fil de discussion, dans le chat, comme on Voilà. dit. Je suis allé très vite. Nous pourrions faire un feuilleton sur ce sujet. Non, non, mais on te réserve pour 2025. Et donc, je ne vois pas de questions pour l'instant. Donc, en attendant et avant que vous ne partiez tous, et en attendant les questions, je vous redonne le QR code pour retourner directement dans notre chaîne YouTube et y voir les autres conférences dont nous avons parlé. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et de choisir votre réseau social préféré ou vos réseaux sociaux. Et vous êtes aussi des ambassadeurs. Nous sommes en train de relancer notre campagne d'ambassadeurs, comme chaque année, de sorte que vous puissiez faire vos dons ou vos actes de mécénat avant le 31 décembre, et de sorte à pouvoir le déclarer dans votre prochaine déclaration fiscale et obtenir la déduction fiscale sur l'année 2023. Voilà les arguments contemporains. Au Moyen-Âge, on proposait des indulgences. Ah, Et maintenant, ce sont des déductions fiscales. Autre temps, autre mœurs. ah oui. Mais vous n'êtes pas obligé de verser la dîme, même un 13e, un petit peu. Ce qui compte, c'est que vous participiez. Voilà, bah, écoutez, je ne vois pas de questions. Merci pour votre assistance. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un mois tout pile, le 14 décembre, et nous y parlerons de champagne et de sport. À bientôt. Voilà, bonne journée.